Nous sommes avec Victor Perazzi, qui est le fondateur des Autonomy Planners. Bonjour Victor. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux peut-être te présenter ton parcours, puis présenter les Autonomy Planners? Je m'appelle Victor Perazzi, j'ai 34 ans et mon parcours, c'est directeur d'établissement de santé et médico-sociaux. J'ai été 3 ans en EHPAD et 3 ans en clinique SSR. J'ai fait des études d'ailleurs en management de la santé et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a 2 ans après avoir fait des constats lors de mes précédentes expériences qui manquait des maillons dans la chaîne de la coordination du parcours de vie des personnes âgées. Et donc, j'ai créé un nouveau service, un nouveau métier qui s'appelle Autonomy Planner et qui est là pour aider les personnes et leurs familles à organiser leur vie à domicile et à la coordonner dans le temps. Concrètement, comment les services sont organisés et plus précisément, quel type de service? Nous, on accompagne les personnes de manière globale et on peut diviser notre service en 3, avec une partie de conseil, une partie d'organisation, une partie de coordination. Donc, sur le conseil, on est là pour guider les gens vers les meilleures solutions, que ce soit à domicile ou en établissement, principalement à domicile. L'organisation, c'est la mise en œuvre effective de ces conseils-là. On prend les rendez-vous pour les gens, on négocie les devis avec les prestataires, on sélectionne les meilleurs, on trouve un kiné, etc., une aide à domicile et l'ensemble des prestataires dont il y a besoin pour bien vivre chez soi. Et la coordination, c'est le suivi dans le temps de toute cette organisation. J'ai l'habitude de dire qu'il ne suffit pas de mettre des bons instruments ensemble autour d'une partition commune pour que la musique soit juste. Il faut un chef d'orchestre pour animer une bonne organisation. Et ce chef d'orchestre, c'est toi, c'est moi dans notre vie quand on n'est pas dépendant. Par contre, quand on commence à avoir quelques difficultés cognitives ou qu'on est un petit peu débordé par la modernité, c'est plus compliqué. C'est un rôle qui revient souvent aux aidants quand ils sont dispo, à côté, qu'ils ont du temps. Et on sait que maintenant, les aidants sont de moins en moins disponibles parce qu'ils habitent loin, parce qu'ils ont des petits-enfants, parce qu'ils sont épuisés. Et dans ces cas-là, c'est compliqué. Et quand c'est compliqué, souvent, les professionnels de santé, les médecins, les premiers ou les aidants ont tendance à un peu orienter vers la maison de retraite. Et en fait, ils peuvent maintenant orienter vers un autonomie planner qui est ce chef d'orchestre qui va venir à côté de la personne âgée, l'aider à organiser elle-même ce qu'elle aurait fait si elle avait été autonome. Est-ce à dire, si je te provoque un peu, que jusqu'à présent, cette coordination n'était pas faite ou à moitié faite? Elle était faite par personne, si ce n'est par les aidants. Et parce que les pouvoirs publics essayent depuis des années de coordonner en fait les professionnels entre eux, ils essayent toujours et c'est très bien. Il y a les CPTS qui sont en train de se mettre en place, les pôles info seniors qui ont essayé de faire la coordination, mais ça marche très rarement. Et pour une bonne raison, c'est que c'est compliqué de se faire coordonner des gens entre eux. Nous, on a une solution plus pragmatique qui est d'amener une personne à côté de la personne âgée pour faire cette coordination. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Et en plus, ça amène un vrai côté humain et ça met vraiment au centre du sujet la personne âgée. Et si je te provoque encore, est-ce que ce n'est pas le rôle en fait des services à domicile ou alors des téléassisteurs? Je pense pas, clairement. En plus, eux, ils sont jugés partie dans une notion de coordination. Nous, on a la liberté d'être très indépendants et de pouvoir regarder un service d'aide à domicile dans les yeux en leur disant ce que vous faites là, ça va pas, c'est pas assez précis, c'est pas assez bien, ça pourrait être amélioré comme ci ou ça. Et de la même manière que le ferait, encore une fois, toi ou moi, vis-à-vis des services dont on peut bénéficier. Et alors, certains services d'aide à domicile vont essayer de faire la coordination. Pourquoi pas? Je ne sais pas à quel point ils vont pouvoir le faire. Et puis surtout, le niveau attendu de qualification, de compétences par rapport à l'exigence que représente la coordination, je ne suis pas certain qu'elle puisse être effectuée par tous les services d'aide à domicile. Certainement pas par les auxiliaires de vie, ça c'est sûr. Après, peut-être par des professionnels qui recruteront en interne, mais avec le biais d'avoir de ne pas être parfaitement indépendant. D'accord. Si on revient à tes structures, est-ce que tu as déjà un profil de client? Est-ce que c'est les aidants qui font appel à, à tes coordinateurs ou est-ce que c'est les personnes âgées et est-ce qu'il y a des profils qui se dégagent? Est-ce qu'il y a une typologie de personnes? Ouais. C'est principalement les aidants qui font appel à nous. Les profils, ce sont, pour la coordination en tout cas, c'est des personnes qui ont certaines difficultés d'organisation
liées soit à l'avancée en âge, comme je disais tout à l'heure, ça devient un petit peu compliqué de s'y retrouver dans tout. En plus, la plupart des démarches, on doit les faire par Internet, et puis il y a beaucoup de monde. Et puis ça, c'est un premier type. Et puis, il y a les maladies type Alzheimer ou Parkinson. Et ces personnes-là trouvent, grâce à nous, une vraie chance de rester vives chez elles, alors qu'on les aurait vraiment très rapidement orientées vers des structures, parce que c'est compliqué à gérer. Et pas seulement d'un point de vue physique, parce que là, pour le coup, les services d'aide à domicile le font bien, mais d'un point de vue plus intellectuel, et c'est la prestation qu'on apporte. Et pour terminer sur le profil, on est sur aujourd'hui un niveau de service qui est très exigeant de notre point de vue, qui est fait par des personnes qui sont qualifiées, qui apportent beaucoup de valeur et qui, du coup, a un coût assez important, qui n'est aujourd'hui pas financé par la Sécu, par des mutuelles ou autres. Du coup, les profils de nos clients, c'est plutôt des CSP+, qui ont ces capacités de financer ces services. D'accord. Est-ce que pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'on peut expliquer le parcours d'une famille, en fait, dont une personne âgée serait dépendante, qui n'aurait pas ton service, et ensuite, ce qui change avec ton service? Ah, c'est une très bonne question. Dans deux grands profils, tu peux avoir une famille où, en gros, chez ses parents ou sa maman, tout va bien, mais d'un seul coup, il y a un accident de la vie, type une chute, un AVC ou autre, et on s'aperçoit que maman a besoin d'aide assez rapidement, et que nous, en tant qu'aidants, on habite loin et on ne peut pas forcément lui apporter l'aide qu'on voudrait. Et même s'il y a des services sociaux qui peuvent émettre des préconisations, c'est compliqué de pratiquement mettre en œuvre. Donc, nous, on peut être là vraiment pour amener cette organisation ponctuelle, j'allais dire presque même dans l'urgence, en tout cas pour mettre en place tous les services, l'aménagement du logement, le matériel médical qu'il faut, les services à domicile, les services de vie sociale, s'il y a des habitudes qui vont changer pour cette dame, etc. Ça, c'est un premier point. Et pour la famille, ça soulage d'une organisation qu'elle ne peut pas gérer, et ça évite une décision compliquée du type maman va trouver une maison de retraite. L'autre cas de figure, c'est la personne qui a déjà des services à domicile depuis des années, et la famille sent bien que c'est un petit peu plus compliqué pour son papa de gérer son quotidien, de se retrouver dans ses rendez-vous, de faire le lien entre tous les intervenants. Il ne sait même plus trop qui c'est qui intervient. Il dérange sans cesse le médecin traitant, il appelle toujours un tel, il reçoit tous les gens qu'il appelle au téléphone pour des nouvelles mutuelles ou autres, et c'est compliqué. Pour elle, pour ces familles-là, c'est un épuisement qui intervient, qu'elles soient proches de lui physiquement ou pas, parce que c'est en gros l'impression qu'il faut toujours gérer quelque chose pour papa, quoi. Et dans ces cas-là, pareil, on pourrait avoir un peu le même réflexe de dire, bon, on pourrait être soulagé d'un peu tout ça si on trouvait un service clé en main comme la maison de retraite. Et dans ces cas-là, on peut aussi maintenant faire appel à un autonomie planeur qui va venir, lui, prendre en charge toute cette charge mentale, justement, l'organisation très pratique de la vie à domicile de son papa. Et puis, il restera à la charge de la famille, la vie affective, la relation de famille, tout simplement. Et donc, ça fait une grosse différence. Ouais, moi, à t'écouter, ton métier, je le vois qui répond à un besoin fort des familles, mais comme c'est un métier nouveau qui n'est pas forcément connu, donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a un besoin, mais il n'y a pas forcément encore une demande. Comment est-ce que dans cette situation-là, sans te dévoiler, on arrive à faire connaître un nouveau métier? Parce que tu es quand même un éclaireur sur ce sujet-là. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau local qui va beaucoup fonctionner sur le bouche à oreille, la recommandation, la prescription. Donc, nous, on travaille vraiment le terrain avec en rencontrant les médecins, en rencontrant les infirmières, les assistantes sociales de structure, en essayant d'intégrer des réseaux de prescription, en organisant des manifestations. Cette année, c'était compliqué puisqu'on ne pouvait pas trop, voire pas du tout le faire. Des conférences, des manifestations, des déjeuners avec des professionnels libéraux. Donc ça, c'est vraiment le travail de terrain. Et puis, un travail un peu plus large sur Internet, les réseaux sociaux, qui aujourd'hui amènent une certaine notoriété pour ensuite générer une certaine demande. Mais honnêtement, on n'est pas encore vraiment dans cette phase où la notoriété nous apporte des prospects. Je pense que ça va venir, mais c'est un peu plus long et il y a une certaine éducation à faire. Donc, ton actualité, c'est que tu as ouvert une troisième agence. Est-ce que tu peux nous en parler? Quelles sont-elles, les agences, ces trois agences? Puis, comment ça se passe? Alors, en fait, on est
dans cette communication qu'on a faite sur les réseaux, il y en a une qui a très bien marché, c'est celle qui a touché le public professionnel, les professionnels de santé, les membres, les gens de la Silver Economy, et qui se sont intéressés à ce métier-là et qui ont dit, mais en fait, moi, j'ai fait les mêmes constats que toi, je vis les mêmes choses. À titre perso, ça aurait beaucoup de sens pour moi de faire ce métier. Et il y a une demande dans mon coin. J'aimerais être autonomie planeur. Et des demandes comme ça, j'en ai eu, je ne les ai pas comptées, mais au moins 150. Et parmi elles, des gens qui sont vraiment des profils entrepreneurs et des profils à vouloir, avec nous et avec Léa et moi sur Aix, participer à ce développement. Et donc, c'est des personnes qui portent aujourd'hui le projet en licence de marque dans leur ville, sur leur territoire, et à qui nous, on fait bénéficier de l'expérience qu'on a déjà, des outils et de la partie marketing de notre marque, et qui vont servir leurs propres clients sur leur zone. Donc, c'est Jessica Vambord à Paris, Julia Morillon à Nîmes et Claire Payon à Lyon. Donc, on a ces 3 zones-là déployées pour l'instant. On va prendre quelques mois pour vraiment consolider maintenant ces déploiements d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue commercial. Et puis parce que c'est intéressant pour nous aussi d'avoir les feedbacks de ces personnes qui ont des profils très différents, dans des zones très différentes, et ça nous permet aussi d'accélérer une certaine phase de test pour ce qui reste encore du test dans notre métier ou de l'expérimentation, et puis de continuer le développement aussi économique de notre projet. Avec le recul, dans les prochaines années, tu crois que ce métier de coordinateur du parcours de vie à domicile sera… quel sera le profil des personnes qui feront ce métier? Le background, Ouais, tu le veux dire des background, les compétences? diplômes, est-ce que c'est des infirmières? Est-ce que c'est des chefs de secteur de service à domicile? Est-ce que ça sera quel profil? Ça demande des compétences élevées et les responsables de secteur de service à domicile ont des compétences très disparates, donc je ne peux pas trop dire. Une infirmière, je pense, à le niveau pour être autonome planeur. J'allais dire à minima infirmière. Je suis en train de réfléchir à une formation diplômante d'autonomie planeur ou de coordonnateur de parcours de vie à domicile. Ça me semble important que ça se structure dans le temps. Je ne peux pas vraiment dire aujourd'hui tous les contours, mais le minima, c'est un niveau élevé d'éducation, de connaissances pratiques, techniques, sociologiques, de la gérontologie, de besoins des personnes âgées, et puis du tissu de l'environnement médico-social du quotidien d'une personne âgée. Pour les futures agences que tu auras, un peu la même question, tu vas rechercher quel profil de personnes? Pour les prochaines, c'est des personnes qui sont très expérimentées parce que nous, justement, on n'a pas encore cette capacité à transmettre un savoir. La formation n'existe pas. Donc, c'est des personnes qui sont déjà opérationnelles et expérimentées sur ce qu'est la gérontologie et ce que c'est un environnement, l'environnement d'une personne âgée sur ses besoins. Et je suis assez exigeant parce que sur les 150 candidatures, alors ce qui est, enfin, candidature de 150 expressions d'intérêt des personnes qui nous ont sollicité, il y a énormément de profils de gens ultra diplômés, quoi. Énormément de masters, énormément de professions médicales, paramédicales. Et ce qui m'a presque surpris, mais en même temps conforté dans l'idée que je me faisais de ce métier. C'est un métier de haute qualification parce qu'on est vraiment sur une prestation. On a besoin de maîtriser beaucoup de concepts, beaucoup d'enjeux, et quand on doit discuter aussi bien avec le chef de service de la clinique dans laquelle est hospitalisé temporairement notre client, qu'avec un certain nombre d'acteurs du quotidien, qu'avec la famille. On doit maîtriser plein d'enjeux et c'est véritablement important, cette qualification-là. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut aussi un background. Là, on comprend mieux pourquoi le niveau d'expertise et l'expérience est important pour pouvoir discuter avec des personnes, des profils très différents. Oui, oui. On a un vrai travail de synthèse en fait dans notre job. C'est aussi pour ça que l'infirmière est un bon profil, c'est que c'est des métiers qui ont bien l'habitude de synthétiser tout un tas d'informations pour pouvoir restituer et ensuite suivre. Nous, il y a une certaine idée aussi d'observance thérapeutique dans notre boulot, puisque finalement, une personne âgée, elle a souvent beaucoup de prescriptions, qu'elles soient médicamenteuses ou pas, hein, mais de kiné, d'orthophoniste, etc. Et nous, on doit s'assurer que tout ça est bien suivi
Et surtout, on doit comprendre les enjeux de pourquoi c'est important qu'une personne qui a une maladie de Parkinson voit un orthophoniste et pourquoi, et d'être capable d'expliquer à la famille pourquoi c'est important et que véritablement, c'est à mettre en place. Et le neurologue ne l'a pas prescrit comme ça parce que ça lui faisait plaisir. Bon, ça peut paraître très évident, mais nous, on arrive dans des situations où on découvre qu'il y a des prescriptions qui ne sont pas suivies. Et puis, dans le temps, veiller à l'évolution de l'état l'évolution des besoins. On n'est pas là pour évaluer l'état de santé, mais l'évolution des besoins de la personne, y compris son niveau d'autonomie, de santé, sa fragilité, etc. Dans 5 à 10 ans, tu vois ton métier, ton secteur d'activité, secteur d'activité, oui, oui, ton métier, comment? Il y a combien d'autonomie planeurs en France? Quelle est ta vision? Je, je le vois qui dépasse notre entreprise déjà. Je pense qu'on ne sera pas les seuls à faire de l'autonomie planeur ou du care manager, comme on l'appellera, comme d'autres l'appelleront. Chez les autonomies planeurs, je n'ai pas tellement de limites, mais je pense qu'avec 150 autonomies planeurs dans 5 à 7 ans, on pourrait mailler une bonne partie du territoire. Et c'est ce qui est important pour moi, c'est que chaque personne en France puisse, si elle le désire, faire appel à un autonomie planeur. Et après, ça pourra vraiment se multiplier parce que quand ça sera véritablement identifié et que les gens auront vu que ça permet de prolonger la vie à domicile dans de bonnes conditions, tout en soulageant des aidants qui demandent que ça, quand ils comprennent qu'ils sont aidants. Voilà, il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas et j'y crois très fort. Et je pense que c'est un vrai enjeu par rapport à la démographie que tu connais et les besoins qu'on va avoir pour demain et les souhaits des personnes âgées de vivre chez elles. Un mot de conclusion pour l'émission? Moi, j'aime bien parler de nos valeurs qui sont la gentillesse. C'est la première valeur et c'est important. On fait notre métier avec cette notion-là chevillée au corps. La confiance, qui est très important, autant pour les personnes qui travaillent en tant qu'autonomie planeur que pour nos clients, parce qu'on est dans une véritable relation de confiance, de proximité. C'est ce qui caractérise notamment ce métier de proximité par rapport à ce qui peut se faire en distanciel, sur des plateaux, etc. Le respect, qui est une valeur importante, et la probité, qui également guide notre action. Voilà. Super, merci Victor Perazzi. Je rappelle que tu es fondateur des Autonomies Planeurs. Merci beaucoup. Merci Frédéric.